Allez, vous le voyez, le petit compte à rebours? Oui. C'est toujours très impressionnant de voir ce compte à rebours qui nous dit « Vous êtes en live ». Alors, je suis très, très heureuse toutes les trois de vous accueillir aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois avec un plateau aussi fourni que nous ne sommes que des femmes. Donc, plateau exclusivement féminin cet après-midi pour parler d'EPS. Une thématique sous contrainte, comme les autres, mais celle-ci, c'est quand même un gros morceau puisque faire de l'EPS sous contrainte sanitaire ou en confinement, ce n'est pas une mince affaire. Donc, on va en parler cet après-midi avec trois invités pour m'accompagner. Je vais le faire dans le désordre. J'ai Martine qui doit être juste en dessous de moi, qui se présentera tout à l'heure. J'ai Marion juste à côté de moi et Julie en diagonale. Eh bien, je vais d'abord vous laisser la parole l'une après l'autre pour vous présenter. Martine, je veux bien que tu te présentes à nous. Bien, bonjour, Martine Duclos, je suis médecin, endocrinologue, physiologiste, médecin du sport. Je dirige un service de médecine du sport où on met à l'activité physique des gens qui ont des maladies chroniques. Et je travaille beaucoup sur les effets de l'activité physique sur la santé, à la fois en recherche et puis en enseignement. Voilà. Donc un regard qui nous intéressera, surtout quand tu nous parleras d'une étude qui a été menée pendant le confinement et qui est très intéressante. Tu as commencé à m'en toucher deux mots et ça a aiguisé ma curiosité. On continue par Marion, qui est juste à côté de moi. Je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche sur l'écran. Allez Marion, à toi. Bonjour, donc Marion Héral, je suis professeure d'EPS dans un collège en réseau d'éducation prioritaire à Clichy, dans le 92. Et je suis aussi chargée de mission chez Play International. On travaille sur la gestion des émotions. Super, très bien. Tu nous présenteras. Maintenant, tu peux en profiter. Effectivement, ce live, on l'a fait en partenariat avec Play International. Alors, tu nous en toucheras deux mots au cours de l'émission ou tu veux le faire maintenant? Je peux le faire maintenant si vous voulez. Allez. Alors, c'est une association. C'est une ONG qui agit en France et à l'étranger. Ils ont mis en place une méthode de sensibilisation en fait par le jeu sportif qu'on appelle la pédagogie. Et l'idée en fait c'est par le jeu de faire vivre des situations à des enfants qui vont les questionner et sur lesquelles on va revenir dans le débat. Et donc d'abord des thématiques à la fois sur les dimensions du vivre ensemble, telles que la lutte contre la discrimination, la lutte contre la violence, l'égalité filles-garçons, mais aussi sur la santé avec le bien manger, le bien bouger, l'utilisation des écrans. Donc l'idée en fait c'est de sensibiliser les enfants à des contenus qui peuvent être un peu abstraits grâce à des pédagogies plus actives par le jeu sportif. Un site richissime que je vous encourage à aller visiter, tellement les contenus pédagogiques sont d'une pertinence, d'une structuration et d'une richesse que je trouve incroyable. Merci pour cette présentation, Marion. Et à toi, Julie. Bien, bonjour. Moi, je suis enseignante en école élémentaire. Depuis 15 ans, j'enseigne principalement dans le cycle 3, donc les CM1, CM2. Voilà. Donc assez généraliste par rapport à Marion sur le domaine que nous allons évoquer. Mais très bien, du coup, avec un triple regard qui va nous permettre de couvrir ce champ très très riche qu'est l'EPS. Alors, il nous a paru intéressant de commencer par faire un état des lieux en fait de la pratique de l'EPS pendant le confinement. Et du coup, j'aurais envie qu'on commence par Martine qui pourrait nous faire une petite présentation résumée, non exhaustive hélas, d'une enquête que vous avez menée pendant le confinement. Si tu veux bien, on va commencer par ça. Oui, avec plaisir. En fait, moi je dirige l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Et donc, dès que le confinement a démarré, on a lancé une enquête sur effectivement les comportements des Français pendant le confinement. Donc en fait, on a eu 28 000 réponses via nos réseaux. Et en fait, on a ciblé vraiment tous les âges, c'est-à-dire qu'on a les enfants de 3 à 6 ans, de 6 à 10 ans, les adolescents,
les adultes et les seniors. Donc, je veux juste vous donner les résultats pour les petits et les enfants de 6-10, mais même les ados, de toute façon, partout, on a vraiment les mêmes résultats. Alors, en fait, l'enquête a vraiment montré, c'est vraiment l'activité physique pendant le confinement, comparée à celle qui était l'activité physique avant le confinement. Et les résultats montrent que les enfants ont vraiment demandé à bouger plus pendant le confinement. Surtout, ils ont demandé à leurs parents à faire des jeux. Et des jeux actifs parce que voilà, ils n'avaient pas assez de jeux, ce que leur proposaient les parents, ça leur suffisait pas, et ils avaient vraiment un besoin de bouger plus. Néanmoins, quand on a mesuré, enfin leur a demandé d'estimer l'activité physique, il y avait deux catégories de population. Il y avait les enfants qui bougeaient déjà beaucoup, donc qui bougeaient selon les recommandations, qui sont quand même de 1 heure d'activité physique tous les jours chez les enfants. Eh bien, ceux qui bougeaient selon les recommandations ont diminué leur activité physique parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire ce qu'ils faisaient avant, en particulier la possibilité à l'extérieur. À l'inverse, ceux qui étaient en dessous des recommandations, eux, ont vu leur activité physique augmenter. Et deuxièmement, par contre, ce qu'on a vu aussi apparaître, et ça, c'est pas tellement surprenant, c'est une augmentation du temps passé assis, de 60 à 70%. Et surtout, ce temps passé assis, c'était du temps derrière les écrans. 60 à 70% d'augmentation de temps derrière les écrans. Donc c'est vraiment catastrophique. Donc en fait, si vous voulez, le résumé, c'est que les enfants, eux, ont ressenti le manque d'activité. Ils ont demandé à bouger. Ceux qui en ont en fait le plus pâti, c'est ceux qui bougeaient déjà suivant les recommandations. Donc, ce qui est bien, c'est que ça fait prendre conscience aux enfants qui bougeaient pas assez, que en fait, eux, ils ont bougé plus. Mais dans tous les cas, le temps d'écran qui est déjà beaucoup trop élevé et le temps passé assis qui est déjà trop élevé chez les enfants, il a augmenté de 60 à 70%. En fait, on l'a vu dans toutes les populations. Et ceux qui ont explosé leur temps d'écran, c'est les adolescents. Le 60%, ils se sont passés à 70%. Mais on le voit aussi chez les adultes et on l'a vu un peu partout. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est quels que soient les profils d'âge, on a exactement les mêmes réponses. Bon, sauf la demande pour les jeux qu'on ne trouve pas chez les adultes, mais bon, voilà les résultats. Super. Et Martine, du coup, est-ce qu'on sait expliquer pourquoi ceux qui étaient en dessous des recommandations ont augmenté leur temps et vice-versa, ceux qui étaient au-dessus des recommandations ont diminué? Alors, ceux qui étaient en dessous, on veut augmenter leur temps parce qu'ils n'ont pas eu ce temps contraint ainsi qu'ils ont à l'école. En fait, quand on maintenant qu'on suit les nouvelles générations avec en plus des capteurs de mouvement, donc on n'est plus dans des questionnaires, on a des mesures objectives de l'activité physique avec des accéléromètres. Et maintenant, les nouvelles données qu'on a depuis 10 ans montrent que l'activité physique des enfants, elle s'effondre non pas à l'adolescence comme il y a 15 ans, mais à 7 ans, 6-7 ans, quand ils rentrent en primaire. Parce qu'à 6-7 ans, on leur rajoute un temps contraint assis qui est le temps à l'école. Et les enfants, on les amène, comment ça se passe? On les amène à l'école en moyen de locomotion passif, en voiture, voilà. À l'école, ils sont assis toute la journée, moins les heures de PS. Et quand ils rentrent, on vient les chercher en voiture. Et quand ils sont chez eux, il y a 15 ans, ils allaient jouer dehors, ils allaient jouer au ballon, etc. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont derrière les écrans. Voilà. Et donc, c'est tout le problème. Et là, on a maintenant des profils d'enfants qu'on n'a jamais eu il y a 15 ans. Des enfants qui font pas assez d'activité physique. Je vous rappelle que le temps moyen d'activité physique des filles en France, mais en Europe, c'est pareil. C'est 12 minutes. Et des garçons, c'est 22 minutes. Alors qu'ils doivent faire 1 heure. Et ce temps passé assis, c'est 50% de la journée passée assis à 6 ans. Et à 10-15 ans, c'est 75% de la journée. Donc, c'est un double fardeau. C'est-à-dire pas assez actif et trop assis. Et les deux indépendamment influent négativement ou positivement pour l'activité physique sur la santé future. Merci pour cet éclairage quand même alors assez pessimiste, enfin difficile oui, pessimiste on va dire. Enfin, c'est pas pessimiste mais c'est un état des lieux assez négatif quand même. Durant le confinement et du coup qui amène les questions en dehors du confinement et en temps normal dans la vie de nos jeunes enfants. Qui voudrait parler de l'adaptation en EPS sur le temps de confinement? Je crois que c'est Marion qui
Hein, c'est Marion, c'est toi qui as développé fort cette ligne-là sur l'état des lieux pendant le confinement et de l'adaptation que ça a demandé pour votre profession. Bah, nous, c'est vrai qu'en EPS, on a tout de suite voulu saisir cet enjeu-là du temps d'inactivité physique qui risquait de s'accroître, avec notamment une augmentation du temps passé devant les écrans. Donc, on s'est dit que vu que de toute façon, pour la continuité pédagogique, on allait devoir créer des nouveaux outils qui seraient plutôt numériques, autant faire en sorte que ce temps passé devant les écrans soit constructif. Donc alors après, je parle de mon expérience personnelle, hein, mais il y a eu beaucoup d'expériences très variées en fonction des équipes, des établissements et régions. Mais il y a eu déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges en fait de pratiques, notamment grâce à un groupe qui s'appelle EPS Mania, sur lesquels les professeurs d'EPS se sont beaucoup mobilisés et ont partagé beaucoup de contenu. Moi, en ce qui me concerne, j'ai créé un Padlet sur lequel j'ai fait différentes rubriques. J'aurais créé un petit programme d'entraînement à la maison. J'ai essayé de maintenir des classes virtuelles pour essayer de leur faire du sport ou de l'activité physique plutôt en live pour essayer de limiter la casse, en fait, si on peut dire. Et puis après, je me suis tournée vers d'autres dimensions plus liées à des aspects culturels, de santé, à des connaissances, avec des petites capsules vidéo, des quiz, des liens vers des supports un petit peu interactifs pour un peu creuser les notions liées à l'alimentation, au bienfait de l'activité physique, mais aussi à la culture sportive. Donc voilà, donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour qu'ils puissent pratiquer en toute sécurité dans un espace restreint. Et puis on n'est pas que resté sur du renforcement musculaire, on a un peu élargi le champ des possibles au fur et à mesure, et c'était dans l'adaptation. Merci beaucoup. Julie, qu'est-ce que tu peux témoigner, toi, de cette pratique durant le confinement? Alors, je crois que j'ai eu un petit peu de chance aussi avec mes élèves. On avait déjà entamé toute une réflexion en début d'année sur des pauses actives et des pauses calmes pendant la classe. De ce fait-là, on a pu continuer pendant le confinement. Ils étaient donc habitués à pratiquer ces pauses. On avait mis en place une méthodologie avec les différentes phases qu'il fallait avoir. De ce fait-là, on s'est donné des défis. Certains ont envoyé des vidéos sur leur pause active ou sur leur pause calme pour les proposer à leurs camarades. Donc ça permettait aussi d'avoir encore ce lien un peu collaboratif, coopératif, en tout cas un lien qu'ils n'avaient plus. Voilà, donc on est resté là-dessus. Moi, je sais aussi qu'on avait l'habitude de bouger en classe, hein, quand tu entends. Voilà, j'ai une classe qu'on appelait la classe flexible, alors avec des assises un peu particulières et puis avec des moments où on peut justement bouger, puisque je me suis rendu compte qu'effectivement les enfants restaient assis. C'est compliqué et c'est même compliqué pour moi. Donc, je l'ai un peu voilà, mis avec mes élèves. Donc, on a fait essentiellement comme ça. Et je sais que je leur envoyais un plan de travail. Et dans le plan de travail, il y avait toujours un peu cette petite partie EPS où il fallait voilà, se dépenser à un moment donné de la journée. Mais peut-être avec moins de précision. Moi, je sais qu'ils ont fait aussi, c'est les associations sportives. Si les enfants étaient étaient inscrits, qui ont pris un peu le relais avec justement ces visioconférences, ces Zooms, voilà, pour avoir de mes filles aussi, avec des petits défis, des petites choses à renvoyer. Donc oui, c'est vrai que les associations sportives, sur certains points, ont pu rendre aussi, ont renforcé ce manque aussi dans la pratique de l'EPS. Super, si je peux rebondir. Oui, vas-y, je t'en prie, Marion. Pardon, je voulais juste rebondir sur l'aspect ludique. C'est vrai que nous, on a vraiment essayé de rentrer par ça en se disant, voilà, surtout dans mon contexte d'établissement, on avait beaucoup d'élèves qui étaient confinés dans des tout petits appartements. Et l'idée, c'était qu'ils aient en fait des supports ludiques pour changer un peu les idées, des petits défis, des challenges, des vidéos un petit peu sympathiques. Après, c'est vrai qu'en fonction de l'accès au numérique, on pouvait quand même constater un gap entre les intentions qu'on avait, nous, dans la théorie et la pratique de ce qui pouvait être mis en place. Fabien nous met en garde, il doit y avoir il y a du mouvement chez l'une ou chez l'autre qui s'entend fort à l'écran.
il y a des bruits parasites. Voilà, je ne veux pas mettre en silence toute votre organisation domestique, mais il y a beaucoup de bruit chez l'une ou chez l'autre, je n'arrive pas à identifier. Du coup, Julie, tu m'offrais une transition toute faite sur la deuxième partie qu'on a intitulée EPS ou pas EPS, c'est-à-dire est-ce que maintenir les enfants en activité, ça peut être considéré comme de l'EPS. Et on va commencer cette partie-là avec Martine, qui va nous donner quelques considérations physiologiques de la place de l'activité physique. On va commencer cette partie avec toi. Eh ben, oui, enfin, l'activité physique, l'activité physique, c'est dès qu'on est debout et qu'on commence à bouger. Donc voilà, il est évident que si on veut que les enfants rentrent dans les recommandations d'activité physique d'au moins 1 heure d'activité physique par jour, et chez l'enfant, c'est activité physique de type intense. Donc sachant qu'ils ont en règle générale 3 heures de PS par semaine, il est clair que c'est pas ces 3 heures qui vont suffire à leur permettre d'être dans les recommandations, sachant que dans cette heure, parfois, il faut compter le temps de se changer, de se rhabiller, etc. Donc, il est évident que l'EPS est totalement indispensable, mais qu'il faut qu'en plus de ça, il y ait une activité physique à l'école, en dehors de l'école. Et l'activité physique, c'est aussi une éducation. C'est l'activité physique de la vie quotidienne. Dans l'idéal, ce serait aussi promouvoir les déplacements actifs, se bouger à la maison, avoir des jeux actifs. Et dans l'idéal aussi que avec les parents et avec les frères, les sœurs, les amis, il y ait aussi une activité en dehors de l'école et pas derrière les écrans. Donc c'est vraiment une activité. Enfin, c'est ça qui est important de faire comprendre, c'est que l'activité physique, c'est pas forcément des créneaux structurés, c'est l'activité physique de la vie quotidienne et c'est se bouger dans sa vie quotidienne et tous les jours. Ce que tu disais, Martine, quand même, c'est que la sédentarité, c'est vraiment le mal du siècle, enfin le mal de notre génération. Alors attention, qu'on s'entende bien sur sédentarité, hein, parce que beaucoup de gens confondent sédentarité et inactivité physique. L'inactivité physique, c'est le fait de ne pas faire les recommandations, d'être en dessous pour les enfants des 1 heure par jour. Et la sédentarité, c'est l'excès de temps passé assis. Et c'est deux éléments différents. C'est-à-dire ne pas faire assez d'activité physique, on va être positif. L'activité physique est bénéfique pour la santé à tous les âges de la vie et elle est indispensable pour maintenir sa santé ou augmenter son capital santé, voire traiter les maladies plus tard. Et la sédentarité en elle-même, l'excès de temps passé assis, c'est aussi un facteur de risque de toutes les maladies non transmissibles, c'est-à-dire toutes les maladies auxquelles on est exposé, obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, certains cancers. Et il faut savoir que même si on suit les recommandations d'activité physique, quand on passe trop de temps passé assis, eh bien, on n'est pas protégé de ces maladies transmissibles. Donc, il faut l'un et l'autre. Il faut être physiquement actif et il faut éviter de passer trop de temps assis. Ça me fait peur, hein, parce que si je disais le nombre d'heures que je passe assise… Non, mais alors, après, je me tais. Au-delà de ce message, l'élément positif, parce que ça, il faut le dire aussi, on est tous assis. Je veux dire… on passe tous beaucoup de temps assis, mais l'important, c'est qu'en fait, pour lutter contre le temps passé assis, quand on est obligé d'être assis, il faut se lever régulièrement. Donc, soit toutes les demi-heures, soit toutes les heures, on se lève 1 minute et pendant cette minute, on bouge. On n'a pas besoin de bouger fortement, il suffit juste de gesticuler, mais il faut rompre les temps prolongés assis. Et pour les enfants, c'est parfait. C'est ce que vous disiez, des pauses actives, c'est ça, en fait. Et avec ça, c'est comme si l'heure précédente ou la demi-heure précédente, on n'avait pas été assis. Merci beaucoup pour ces précisions très physiologiques, mais qui sont très pertinentes à garder en tête. Julie ou Marion, qui voudrait prendre la parole pour continuer cette histoire de activité physique ou EPS? Et on parlera après, dans la partie d'après, sur finalement l'EPS, c'est quoi et les enjeux de l'EPS. C'est quoi pour replacer cette discipline au centre de notre éducation, ce qui nous paraissait être un enjeu important. Moi, je veux bien rebondir, si tu me le permets, Marion, parce que je vais parler donc du coup en tout cas en élémentaire. Et en effet, effectivement, il est préconisé 3 heures. Je pense que malheureusement, en école élémentaire, les 3 heures, elles sont pas faites. Si je prends un peu exemple, moi à Créteil, on a des intervenants sportifs
qui viennent une fois dans la semaine, qui vont faire 1 heure. Alors ça dépend également s'il faut se déplacer à l'autre bout de la ville en car, donc il y a le déplacement en car, etc. Et après, même moi je vois dans mon école, très peu d'enseignants ne trouvent après le temps, on va dire, de refaire de l'EPS. Ce qui est déjà très dommage pour les enfants. Donc, premier point. Deuxième point, pourquoi aussi j'ai l'impression, et on en parlait un petit peu avant que l'émission commence avec Marion, c'est que en termes de formation, voilà, on est un petit peu laissé pour compte là-dessus. Enfin, l'EPS plutôt laissé pour compte parce que on a très peu de formation et c'est quelque chose qui demande beaucoup de gestion d'élèves. Et quand on débute, c'est peut-être la première chose qu'on n'a pas très envie de. Enfin, on a un peu peur, voilà. Donc, de voir très dommage. Une trentaine d'enfants s'aiguiller sur un terrain. Parfois, il y a aussi les contraintes matérielles de dire, bah non, on peut pas faire ça ici parce que soit la cour est trop petite, soit bah non, parce que le gymnase est trop loin. Enfin, bon, des petites choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est déjà quelque chose qui est un petit peu, on va dire, problématique à l'école. Ensuite, c'est vrai que nous, à l'école, on va plus aller sur des pratiques sportives, mais sur du jeu sportif et développer des compétences vraiment plus ludiques qui seront peut-être plus ensuite, on va dire, cadrées. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois dans le secondaire. Voilà. Et du coup, tu donnes la parole à Marion qui va saisir la balle au bon. Pour parler de EPS, activité physique. C'est quoi tout ça? Et attends, avant que tu commences, alors du coup, juste la seule fois où on parlait aussi de ce rapport, j'ai des CM2 avec cette liaison entre l'école et le collège. Généralement, c'est très bien parce qu'on y arrive quand même, pas tout le temps, pas toutes les années, mais on arrive à avoir en fin d'année un petit ou 2 professeurs de sport, d'EPS, qui viennent nous voir pour, on va faire un petit échange. Souvent, c'est pour voir quelles sont les sections, si les enfants vont peut-être prendre une section sportive ou non. Et c'est vrai que ça arrive, pour nous en tout cas, en fin d'année, et alors qu'une petite liaison tout au long de l'année aurait été, on va dire, plus appréciable et qui serait beaucoup plus pertinente. Voilà. Pas Marion. Marion, à toi. Alors, EPS ou est-ce que faire de l'activité physique, c'est de l'EPS? C'est une question qui est pertinente. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, nous, on a essayé de les maintenir actifs, sauf qu'on ne pouvait pas les voir, on ne pouvait pas leur donner de feedback, on ne pouvait pas vraiment interagir, alors que c'est quand même le cœur de notre métier, en fait, de pouvoir les corriger, s'assurer de leur sécurité, etc. Donc, en fait, on a dû s'adapter. Et c'est pour ça qu'on est parti comme je disais tout à l'heure, sur des pratiques au début, au début, je suis partie sur des pratiques plus liées au renforcement musculaire parce qu'effectivement, c'était plus simple et ça nous permettait de limiter la casse. Et en termes de temps passé, espace nécessaire et dépenses énergétiques, c'était ce qui était en fait le plus efficient. En revanche, je pense que toute la profession est d'accord pour dire qu'on n'est pas des profs de fitness, en fait, sans aucune hiérarchie de valeurs. L'éducation physique et sportive, on a un support, en fait, notre objet, c'est le corps. On va utiliser les activités physiques et sportives pour atteindre des objectifs qui sont liés à la motricité, mais aussi au développement de certaines connaissances culturelles, mais aussi au vivre ensemble, etc. Et donc, ça, c'est vrai que on n'a pas pu faire de l'EPS concrètement au sens où on l'entend. En revanche, on s'est saisi d'un enjeu qui était plus lié à la santé et au fait de faire bouger les élèves. J'ai l'impression qu'on a perdu… Oui, on a perdu Martine, ouais, tout à fait. elle va réapparaître, je la referai remonter quand elle arrivera sur ma console. Mais effectivement, tu as raison. On a perdu. Et du coup, c'est vrai que on s'est dit les dimensions plus culturelles auxquelles on va pas forcément consacrer beaucoup de temps, ou alors qu'on va se garder si jamais il pleut et qu'on se retrouve à devoir faire cours en salle et tout ça. Là, c'est vrai que du coup, on s'est dit c'est l'opportunité pour créer en fait de nouveaux outils pour moi, à titre d'exemple, sur les activités physiques et sportives qu'on avait commencé en cours,
et utilisé des petites capsules vidéo, fait des petits quiz pour en fait enrichir aussi leur vocabulaire, etc. Donc voilà, et on avait vraiment le côté aussi plaisir de la pratique, de un petit peu pour le bien-être mental, de se changer les idées. Donc voilà, il y avait plusieurs enjeux comme ça qui se recoupaient. On a fait ce qu'on a pu. Au fur et à mesure, on est de plus en plus allé sur d'autres activités et pas que sur du renforcement musculaire. Mais c'est vrai que le cœur de notre métier, c'est quand même d'être en interaction avec les élèves et de les faire coopérer, quoi. Donc, je suis complètement d'accord avec Julie sur le fait que trouver des choses à distance qui les permettaient de se mettre en défi, de se challenger, de travailler quand même ensemble malgré la distance, je trouve que c'était vraiment un enjeu pour garder le lien, en fait, les enseignants avec les élèves et aussi les élèves entre eux. Tout à fait. Je dirais même avec leurs parents, si je peux, parce que c'est vrai que parfois on essayait aussi de mettre un peu les parents à contribution et de faire des choses en famille après. Mais oui. De toute manière, ça a été toute la richesse de ce temps-là où il y a des interactions qui se sont créées, et des créativités qui se sont installées sur des pratiques qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Donc, ça a été un moment fort pour ça. Je vais juste répondre à Noémie. Noémie, on parlera d'activités plus particulières en fin d'émission. Donc, on a bien vu ta question et je la garde pour la fin. Est-ce que du coup, donc Martine est revenue, elle va réapparaître à l'écran. On t'avait perdu. Du coup, Julie et Marion, j'aimerais bien qu'on réexplicite très clairement les principes de l'EPS. On vient de dire, activité physique, EPS, c'est pas la même chose. On n'est pas forcément prof de fitness et sans jugement aucun, très clairement. C'est des professions différentes, mais du coup, qu'est-ce qui différencie? Et je trouve que c'est vraiment important de le mettre en mots, de l'expliciter pour faire la suite de l'émission. Et on parlera du coup des dispositifs qui peuvent s'installer en parallèle de l'école et ne pas oublier la plus-value et l'expertise des professeurs d'EPS et des professeurs des écoles qui font de l'EPS. Qui veut commencer? Déjà, on a, comme tu veux. Vas-y. Déjà, on a un programme et tout au long de la scolarité, que ce soit moi dans mon cycle, mais les cycles 2, ça commence pareil jusqu'au cycle 4, on a un programme et on doit développer 4 domaines. Mesurer une performance. Je les avais, l'activité artistique, j'ai mis. Oui, à visée artistique, ouais, tout à fait. À visée esthétique. Vas-y, je m'en donne les choses autres. Quand tu l'as dit, il y a produire une performance optimale et mesurable. C'est tout ce qui va être plutôt athlétisme, natation. Ensuite, il y a adapter ses déplacements à des environnements variés. Donc ça va être tout ce qu'on appelle les activités physiques de pleine nature, escalade, course d'orientation. Comme tu l'as dit, ensuite, il y avait sauvetage. Ensuite, comme tu l'as dit, les activités plutôt artistiques. Et le quatrième, c'est tout ce qui est conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif. Sachant qu'au lycée, il y a aussi une 5e catégorie qui est sur l'entretien physique globalement. D'accord. L'éducation à la santé, est-ce que c'est un pôle éducation à la santé? En fait, c'est des activités telles que le champ d'apprentissage 5, c'est tout ce qui est step, musculation, course en durée, avec en fait l'idée, mais ici en fait on rejoint l'éducation à la santé parce que le but c'est que les élèves se mettent en projet en fonction d'un objectif en fait qui se fixe. Donc, je prends un exemple en step, ça va être soit être plus dans de l'intensité du physique, soit être plus dans de la coordination. Et donc là, en fait, l'idée, ça va être d'être beaucoup à l'écoute de ses ressentis pour construire un projet adapté à ses capacités. D'accord, très bien. Et à l'école, et même à l'école élémentaire, en développant les 4 domaines, il y a toujours cette éducation à la santé, cette éducation même à la sécurité, parce qu'ils sont en mesure de produire des mouvements ou pas, selon des règles de sécurité. Donc oui, on a toujours ces 4 domaines avec toujours la transdisciplinarité aussi qui suit. En fait, l'éducation à la santé,
et aussi à la citoyenneté, elles vont être transversales à beaucoup d'activités. Mais c'est vrai que si je reprends les programmes, la finalité de l'EPS, en fait, c'est de former un citoyen qui va être lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci de vivre ensemble. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a du développement moteur, mais que ce n'est pas... c'est le cœur de notre métier, mais ce n'est pas la seule finalité. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'amener les enfants, je lis les textes, rechercher le bien-être et se soucier de leur santé, assurer l'inclusion dans la classe des besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L'EPS initie au plaisir de la pratique sportive. Donc là, pour le coup, moi, je trouve que les textes, en fait, résument très, très bien les différents versants de l'éducation physique et sportive. Et en fait, on dit éducation physique et sportive, mais André Cranvel disait qu'on pourrait en fait dire une éducation physique scolaire, parce qu'il y a cette particularité en fait de l'EPS, cette spécificité scolaire, où en fait les activités sportives, ça va être des supports qui ont vocation à être didactisés pour répondre à des finalités qui sont à la fois motrices, méthodologiques et sociales. Et je pense que il nous semblait intéressant et important, voire primordial de le remettre en mots, ça, pour redonner ou donner son identité à l'EPS et sa place, du coup, dans notre enseignement, puisque on va forcément parler du dispositif de S2C. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les enjeux de l'EPS, plutôt Julie et Marion, ou on passe à ce fameux 2S2C? La seule chose pour faire la transition, c'est qu'en fait, en EPS, on a un vrai programme avec de vrais apprentissages, avec un parcours de formation qui doit être équilibré et progressif sur les 4 ans, adapté aux caractéristiques des élèves, et qu'en fait, du coup, tout ça relève d'une forme d'expertise qui est spécifiquement scolaire, mais qui ensuite peut être abordée différemment en fonction des convictions, liberté pédagogique et conception des enseignants. Donc moi, là, je parle en mon nom, mais je ne veux pas... voilà. Non, mais tu parles en ton nom, mais pas que. Quand on reprend juste le programme, on voit bien qu'il y a quelque chose de central et qu'il faut le remettre au centre de la table. Et donc, c'est en dehors de toute polémique, j'aurais envie. Si on reprend les programmes, et c'est ce que tu viens de faire, c'est très pragmatique, c'est pas du tout idéologique, c'est la fonction de l'EPS au sein de l'éducation. Donc non, remettons-le au centre de la table, sans aucune polémique. Mais du coup, on peut parler du dispositif 2S2C. Et là encore, l'histoire, c'est pas de créer la polémique, mais c'est de faire attention et de saisir les enjeux qui se posent à un moment charnière que nous traversons et d'être très vigilants sur ce qui peut se passer. Du coup, je veux bien, Martine, que tu... pour introduire cette partie 2S2C. Alors, on va dire quand même 2S2C. Allez, on se l'est dit tout à l'heure. Moi, qui est capable de dire 2S2C? Santé? Non. Sport. Allez. Sport, santé, culture, civisme. Et civisme. Très bien. Voilà, 2S2C. Pour introduire cette partie, Martine, est-ce que tu veux bien nous parler de la promotion des déplacements actifs et de finalement qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change dans l'accompagnement de nos élèves, l'accompagnement de notre société de façon générale sur ce que sont ces déplacements actifs? En fait, il y a très très peu de. En fait, les déplacements actifs, donc c'est en fait pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc, par exemple, pour aller à l'école, c'est utiliser donc soit la marche à pied, soit le vélo. Le vélo à assistance électrique, ça compte. Ou la trottinette, mais non électrique, parce que celle-là, ça compte pas. À l'inverse, les déplacements passifs, en fait, c'est les déplacements qui vont pas dépenser d'énergie, qui vont pas conduire à faire de l'activité physique. Donc, la voiture, la trottinette électrique, les transports en commun, voilà. Et donc, alors il y a eu des expériences qui sont assez intéressantes. Il y a eu les pédibus. Il y a eu où en fait, alors le gros problème qu'on a actuellement, c'est que, et je comprends, les parents, il y a des problèmes de sécurité, c'est-à-dire les parents déposent des enfants à la grille de l'école parce que il y a des risques. Alors il y a des écoles qui ont mis en place différents dispositifs, qui par exemple ont aménagé un grand parking
et les parents accompagnent à pied, il y a au moins 3-4 minutes pour accompagner les enfants à pied jusqu'à l'école. Il y a un parcours de marche obligatoire. Il y a ça. Il y a eu le système des pédibus où alors il y a un système de vélo qui est en fait comme un bus, sauf que le bus c'est des pédaliers. Alors il y a des casques et ce bus vélo vient chercher les enfants à différents points et donc va amener les enfants en vélo à l'école. Enfin, il y a beaucoup de systèmes ici. Il faut réfléchir. Alors, il y a aussi les écoles où la rue est complètement bloquée et piétonne. Ce qui permet, en fait, ce qui fait que les parents ne peuvent pas déposer les enfants en voiture. Juste devant. Et voilà. Et donc, sont obligés d'abord, en plus, ça fait marcher les parents aller-retour. Donc, il y a plein de systèmes. Il faut juste réfléchir. On s'est bien adapté au confinement. Enfin, en tout cas, là, on est en train de créer des pistes cyclables virtuelles. Voilà, il faut vraiment mettre l'activité physique dans notre mode de vie et en fait, et peut-être faire aussi comprendre. Alors ça, c'est plus pour les adultes, mais le message, c'est qu'en fait, souvent on va beaucoup plus vite en utilisant des déplacements actifs qu'en utilisant les transports en commun ou encore pire, la voiture. Et en plus, l'autre image, c'est que quand on voit la place que prend une voiture par rapport à la marche à pied ou au vélo, voilà, l'espace, il n'est pas non plus infini et on peut peut-être mieux partager notre espace en y allant à pied ou en vélo qu'en utilisant la voiture où on met une ou deux personnes. Voilà, c'est aussi partager l'espace, peut-être pour faire un peu plus d'espace vert et moins de rues et de routes. Voilà, c'est. J'ai deux questions par rapport à ça. C'est vraiment un enjeu de santé publique, cette réflexion. Oui. Ah, mais c'est énorme parce que d'abord, moins de pollution. Donc moins de pollution. La pollution tue. J'ai pas les chiffres, je sais plus. Enfin, il y a quand même un nombre important de. Tiens, une cause parmi les maladies chroniques non transmissibles, il y a la bronchopathie chronique obstructive qui est liée au tabagisme. Donc, c'est une des causes de mortalité importante, mais aussi qui est aggravée avec la pollution. Donc voilà. Puis toutes les maladies chroniques, la pollution ne fait que les aggraver parce qu'il y a des atteintes cardiaques. Et donc, en période de pollution, ça n'arrange pas les choses. Avec les pics de chaleur qu'on va avoir et qui vont pas s'arranger, en période de pollution, c'est pas mieux. En plus, ça augmente la température. Donc, on a tout intérêt à avoir moins de déplacements motorisés, moins de température, enfin moins de pics de pollution, une température peut-être qui va baisser de 1 à 2 degrés. Et en plus, l'activité de type marche, la marche, c'est l'activité physique. Et si vous faites 10 minutes pour amener vos enfants à l'école, 10 minutes aller, 10 minutes retour, vous avez déjà 20 minutes de marche pour les adultes. Les enfants, ils auront fait 20 minutes de marche. Eh bien, vous rentrez dans votre activité. Vous avez fait une petite partie d'activité physique dans la journée. Et c'est de l'éducation. C'est-à-dire, en plus, quand vous ne pouvez pas les faire, ça vous manque. Et là, on est déjà gagnant. Très bien, une réflexion globale parce qu'on voit bien toutes les interactions finalement que ça peut avoir sur tout le reste de la société et une réflexion écologique globale. Donc, on garde ça en tête. Merci Martine. Est-ce qu'il y a l'une de vous qui est en capacité d'expliquer clairement, moi je ne suis pas capable, le dispositif de ZES2C et d'expliquer finalement quelle est la proposition? Non, moi j'en ai pas Marion. Parlé moi à Créteil, donc je vais laisser Marion faire. Ah, d'accord. Marion, je vais me risquer à cet exercice. En fait, l'idée initiale qui peut paraître louable de l'extérieur, c'était d'augmenter en fait le temps accordé aux activités sportives, aux activités culturelles, notamment dans une démarche d'adaptation à la reprise où on était censé être en demi-groupe et donc pour pouvoir accueillir tout le monde, si une classe était trop nombreuse, il y aurait une partie de la classe qui aurait pu aller avec un autre intervenant en fait pour dédoubler et permettre d'avoir des activités aussi qui permettent aux élèves d'avoir des apprentissages différents un petit peu de ce qu'ils ont fait pendant le confinement. Sauf qu'en fait, l'idée là, c'est de pérenniser. Donc M. Blanquer a fait allusion au fait que ce serait l'avenir de l'école en fait. Et donc là, ça pose la question de qui fait quoi et comment on le fait.
Et là-dessus, il y a un petit peu de flou. Donc, en fait, l'idée, ce serait de solliciter des structures de la ville. Donc, ça peut être des associations, ça peut être des clubs, des fédérations, mais ça peut aussi être des entreprises sportives qui, du coup, seraient plus privées et à but lucratif. Du coup, on se demande, enfin, le but, c'est de ne pas diminuer le temps scolaire, mais en même temps, ce serait en dehors du temps scolaire. Donc, on a un peu du mal à se dire. Nous, en tant qu'enseignants DPS, on n'est pas concertés. Et puis, les installations, on n'est déjà pas forcément très, très fournis au niveau des installations dans certaines villes. Donc, on se demande si on augmente le temps de sport en gardant le PS à l'école. Oui, mais du coup, comment on va faire pour en fait, que tout le monde puisse faire des séances dans des installations décentes, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on pensait soulager l'école parce qu'on est dans une contrainte où on ne peut pas accueillir tous les élèves, donc on cherchait des solutions pour accueillir et faire des choses pertinentes aux enfants. Mais du coup, peut-être que on est en train de déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est l'une de vous qui donnait l'exemple, non, tout à l'heure? C'est moi qui disais ça. Non, Bah mais oui, parce que en fait, le fait, c'est la question. Nous, on a l'impression, et c'est pour ça qu'il y a eu des tribunes, des pétitions qui ont été relayées notamment par certains journaux aussi, où en fait, l'EPS risque d'être externalisé de l'école. Alors qu'en fait, l'EPS c'est une discipline scolaire qui a toute sa place à l'école. C'est-à-dire que dire que les apprentissages fondamentaux vont être réservés à l'école et qu'ensuite, en gros, EPS, éducation musicale et arts plastiques, ce sera par des intervenants extérieurs, ça pose question sur plusieurs dimensions, quoi. D'une part, il y a le fait que l'EPS soit programmé à l'échelle nationale. C'est quand même le but, c'est que ce soit équitable en fait et que du coup tout le monde puisse avoir accès de la même manière à l'EPS. À partir du moment où on peut faire ça à des communes, au territoire, oui, tout à fait. On peut imaginer que ça risque de creuser des inégalités qui sont déjà existantes. Ensuite, il y a le fait que considérer que l'EPS en ce moment, comme on disait tout à l'heure, où la sédentarité est pas loin d'être une pandémie mondiale, n'est pas un apprentissage fondamental. Quand on voit les caractéristiques un petit peu physiques, etc. de nos élèves en ce moment, c'est vrai que voilà, moi, je ne partage pas cet avis et je pense que c'est un enjeu de la même manière qu'à partir du moment où on est dans la formation du futur citoyen, cette dimension de vivre ensemble qui est centrale en EPS me paraît quand même assez importante. Ça me paraît important qu'elle soit à l'école et que tous les élèves en fait puissent y accéder de façon équitable. Donc voilà, c'est la première chose. Marion, dans ce que tu dis, on voit bien se dessiner la ligne rouge. C'est que si l'objet, c'est de faire bouger les enfants, on peut tout à fait penser l'externaliser. On répond à cette commande-là. Si on regarde l'EPS comme étant une matière scolaire avec une pédagogie particulière, c'est là tout l'enjeu de ce qui est en train de se jouer et du positionnement de cette discipline comme étant interne à l'éducation nationale et non pas externalisable. Et du coup, j'avais une question que je veux bien poser à toutes les trois, une question tout à fait naïve, un peu provocatrice, mais est-ce que un club sportif fait de l'EPS? C'est marrant parce que j'étais en train de réfléchir à ça en me disant que effectivement l'EPS à l'école c'était juste fondamental et obligatoire parce que on a beaucoup entendu parler ces derniers mois de volontariat et pour moi l'association sportive c'est sur le volontariat et on va avoir un peu plus la compétition, la performance, la recherche de performance et à l'école on va développer des habilités, des capacités, du vivre ensemble, de l'acceptation de l'échec, etc., pour forger le citoyen. Et même si les associations sportives peuvent donner un petit peu de tout ça, je pense qu'à l'école, c'est vraiment notre... pour moi, en tout cas, quand je fais l'EPS, quand j'en faisais, puisque ça fait un moment qu'on n'a plus fait, malheureusement, c'est ça que j'essaye de m'attacher... Enfin, je m'attache à ça, en fait. Je ne sais pas si tu partages ou pas, Marion, mais moi, c'est comme ça que je... En fait, je dis pas du tout que dans les clubs ou les fédérations, on fait pas de l'éducatif. C'est pas du tout mon propos. Non, mais c'était pas mon propos je précise, dans la question. Hein. Bien sûr, c'est en fait, c'est pour déterminer les champs de chacun, parce que je pense que quand on détermine les champs de chacun, à un moment, du coup,
on voit bien la spécificité de l'EPS se dessiner et dire non mais du coup l'EPS il est hors de question de la faire sortir des murs de l'école ou en tout cas des mains des experts que sont les PE et les professeurs d'EPS. En fait, la question qui se pose, c'est effectivement si on veut accorder plus de place à l'activité physique, au sport, à l'EPS, pourquoi on ne fait pas plus d'heures d'EPS à l'école, enfin, tout simplement. Et en fait, il y a quand même comme je disais, on a un objet culturel qui est le corps, mais qui est didactisé. C'est-à-dire que pour moi, mettre des entraîneurs à faire l'équivalent de l'EPS à l'école, c'est comme si on demandait à des ingénieurs de faire les cours de maths et à des écrivains de faire les cours de français. On a un support en fait qui est, on fait de la transposition didactique c'est-à-dire qu'en fait on va adapter une pratique sociale pour aboutir à certaines finalités. Donc en fait, ça ne suffit pas de plaquer une pratique sociale à la cour de l'école. Et selon moi, je cite un ami qui a pas mal écrit là-dessus, qui s'appelle Maxime Scotti, il n'est pas du tout question de remettre en question les compétences des associations ou du privé, mais c'est plus qu'il est important en fait de distinguer les compétences de chacun pour comprendre en quoi elles peuvent être à la fois complémentaires et surtout non substituables. Donc, en fait, l'égalité, ça passe aussi par un support qui va être adapté au profil des élèves. Et en fait, l'enseignant, il doit rester l'interface didactique et pédagogique entre l'objet culturel et l'élève. Donc, il y a des associations qui existent entre l'école et le privé ou des associations en fonction d'un projet qui a été défini par les élèves. Mais elles sont mises en place dans un contexte local et c'est libre à chaque enseignant en fait de s'en emparer. Mais le but, en fait, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quand même l'intérêt de l'élève et que la compétence didactique de l'enseignant, ça permet d'adapter cette offre dans le contexte de l'école avec ce projet de formation. Je rajouterais bien aussi un autre élément, moi de vue de mon côté. Je veux dire, si l'éducation à l'activité physique et au sport sort de l'école, on se bat pour qu'il y ait une éducation à la santé, une éducation au comportement de santé. Comportement de santé, c'est une alimentation saine et c'est l'activité physique. Donc forcément, je veux dire, il faut qu'il y ait des professionnels, donc des profs de PS. Si on supprime ce type de, c'est comme si on supprimait les maths ou le français, quoi. Je veux dire, ou les langues, où on sort plus d'un bras, quoi. Je veux dire, c'est à peu près le même niveau, quoi. Ouais. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je pense que c'est vraiment l'enjeu actuel, c'est de faire valoir auprès de notre institution ou du ministre, enfin de je ne sais qui d'ailleurs, la spécificité de ce terrain-là, c'est que il y a une vraie différence entre l'activité physique, le fait d'encadrer une activité physique, le fait de faire un sport d'équipe en club et l'éducation et du coup l'EPS qui doit rester aux mains des professionnels et pour qui l'éducation et la pédagogie est au cœur du métier. Et c'est effectivement ce que tu disais, Marion, il est hors de question de dire que les entraîneurs, les responsables de clubs sportifs ne font pas œuvre de pédagogie, mais ce n'est pas leur finalité n'est pas la même qu'un professeur d'éducation physique. Oui, voilà, en fait, l'EPS se part de certaines activités qui sont culturellement ancrée, mais en fait, elle ne doit pas s'y confondre. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est quelles pratiques d'enseignement sont mises en place à partir de ces activités pour atteindre d'autres finalités qu'en club. Mais on est d'accord que c'est complémentaire et le but, c'est aussi de donner le goût à la pratique physique et du coup, si des élèves continuent en club et gardent une activité physique régulière ensuite parce qu'ils ont pris goût en EPS, tant mieux. Mais c'est vrai que voilà, on a un objet d'enseignement qui est le corps et qui n'est pas que sur la performance ou la compétition. Donc l'AS peut venir faire cette jonction-là, mais il y a aussi toutes les dimensions liées au corps. Et donc c'est vrai qu'il y a des compétences quand même qui sont relatives spécifiquement à l'enseignement de l'EPS en
en milieu scolaire. Donc, il y a une capacité à didactiser, en fait, le sport. Tout à fait. Et voilà, pour que ce soit vraiment adapté. En fait, nous, le but, c'est qu'on soit un passeur culturel de ces activités. Mais il faut quand même qu'on s'empare en fait de ces connaissances grâce à des compétences didactiques pour rendre cette culture accessible et adaptée, mais à un projet pédagogique qui est plus global dans l'école. Tout à fait. Mais du coup, quel serait, vous deux et trois, peut-être Martine, que tu as ton avis là-dessus, finalement, quel serait le point de vigilance? 2S2C, pourquoi pas, mais à condition de. Parce que, effectivement, c'est ce qu'on disait au départ, hein, l'idée est louable, puisqu'on a un contexte sanitaire qui fait que, pour l'instant, on ne peut pas accueillir tous les élèves, qu'à la rentrée, il s'avère que ça va être encore dans ces conditions-là. Donc, autant que faire se peut, accompagnons nos élèves sur le temps hors scolaire, sur des activités pertinentes et structurées. Mais du coup, à quelles conditions? Qu'est-ce que vous auriez comme point de vigilance? Et on finira après, on se prendra 5 minutes pour le concret des activités physiques et sportives sous contrainte distanciation physique, si vous voulez bien. Donc, point de vigilance. Point de vigilance, je pense qu'il a été bien clairement évoqué, c'est de mettre l'EPS au service des apprentissages, que ce soit à l'école ou en dehors, du coup, pour que ça soit vraiment un vrai lien et que ça soit vraiment une façon, un dispositif qui permette de faire de la place finalement en classe, parce qu'on ne peut pas accueillir plus de 15 élèves, et qu'au lieu de rester à la maison assis ou devant un écran, ou voilà, autant continuer, mais vraiment que ça soit au service des apprentissages et que moi, c'est comme ça que je le vois. Après, pour mon école, on n'est pas du tout dans ce dispositif-là, parce que, un, on n'en a pas entendu parler, et deux, il n'y a pas beaucoup encore d'élèves qui sont revenus. Donc ceux aussi qui ne reviennent pas, est-ce qu'ils n'ont pas aussi des peurs, des craintes pour revenir, quoi qu'il arrive, n'importe où. Donc, voilà. Complètement, tout à fait. Merci Julie. Marion, point de vigilance? En résumé, c'est que oui, bouger plus, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on met dans le bouger plus en fait? C'est-à-dire que pour qu'on garde l'intérêt de l'élève au centre, ce qui me paraît essentiel, c'est pas forcément la quantité d'activité physique qu'il va faire, mais qui va être faite, mais c'est la qualité et ce qu'on veut en faire. Donc le point de vigilance, déjà, moi je me demande pourquoi il n'y a pas de concertation en fait des enseignants d'EPS alors que c'est notre métier, on parle de notre métier à ce niveau-là. Donc là, en termes de communication, moi je pense qu'il y a vraiment besoin de se recentrer sur qu'est-ce qui est vraiment derrière ce dispositif de S2C, parce que pour l'instant, la manière dont on comprend, ça n'est pas forcément favorable à la conception qu'on a de notre métier. Alors oui, dans le primaire, je peux comprendre que ça puisse être un enjeu en fait et un soutien qui soit important. Et du coup, si on peut retenir de quelque chose de ce qui se passe là, c'est de se dire que peut-être que nous, en tant qu'enseignants de PS, cette fameuse liaison école-collège qu'on essaie de faire souvent en fin d'année, etc., en fait, il y a peut-être besoin qu'on échange vraiment plus, qu'on trouve le temps avec les professeurs des écoles de plus échanger et de partager les contenus et de travailler en coopération en fait pour filer un coup de pouce à ce niveau-là. Et que finalement, si des acteurs externes à l'école à un moment interviennent sur ces disciplines-là, qu'il puisse y avoir des temps d'échange et des temps de concertation sur ces dispositifs. C'est ça, la vigilance en fait. Pardon, oui, la vigilance en fait, c'est qu'on travaille en complémentarité et pas en substitution. Exactement. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ces mots très précis. Alors, terminons sur quelque chose de très concret. On va parler terrain, donc ça va plutôt s'adresser à Julie et Marion. Martine, si tu as des idées, elles sont les bienvenues. Distanciation physique, protocole sanitaire et EPS, c'est vrai que comme ça, on a intuitivement un petit hiatus dans la tête. Mais quelles sont vos idées? Quelles sont vos sources d'inspiration? Qu'est-ce que vous voyez se déployer autour de vous chez Play International, sur vos plateformes différentes? Inspirez-nous pour répondre aussi plus précisément à la question
je ne sais plus, je vais retrouver son prénom parce qu'elle posait la question. Noémie, je crois. Oui, c'est ça. De Noémie. Allez, qui veut commencer? Allez, Julie. Pour le moment, voilà, on a très envie. Je connais aussi le concept de Play International, donc la pédagogie. On va mettre en place tous ces jeux ludiques et sportifs. On est en train d'essayer de voir comment les mettre en place, mais effectivement sans toucher le matériel et sans se toucher les uns les autres. Pour le moment, j'ai l'impression que les enfants ont bien compris et qu'ils sont prêts à faire tout ça. Ça nous demande juste de reprendre voilà, nos petits... revenir à la source éventuellement et faire de plus en termes de parcours, en termes de choses un peu plus collaboratives et coopératives, mais à distance. Là, pour le moment, difficile de mettre tout ça en place parce que moi, je sais que par exemple, j'ai que 6 élèves qui sont revenus, donc faire un cours avec 6 et puis parfois on a aussi des CP, donc là, on fait un peu le grand écart. Mais en tout cas, ils sont... Voilà, ceux que j'ai, ils sont prêts à reprendre le sport et on continue, on poursuit, s'il y avait à dire, on poursuit les petits défis sur certains mouvements et sur la prise de pouls, on monte en intensité, on redescend et voilà, on essaye de travailler un peu plus là-dessus. Ce qui éventuellement est donc plus de l'activité physique que de l'EPS, voilà, pour le moment, mais j'ai que ça à donner. Oui, tout à fait, mais après, c'est vrai que la compagnie... d'autres disciplines, je veux dire, un cours sur le fonctionnement du corps et de la circulation sanguine, voilà, c'est de la pédagogie. Moi, ce que je trouve intéressant dans ta proposition, et je réfléchissais en même temps, moi, j'ai pas de classe, mais si j'avais une classe, c'est vrai que prendre un jeu qu'on avait l'habitude de faire en se touchant, de faire ressortir avec ses élèves le but du jeu et de se dire comment on peut l'adapter et finalement travailler ensemble à l'adaptation des règles, c'est un chouette défi. Je parle, je vais dire, jouer à chat dans la cour. Ok, le but c'est de transmettre le fait de se toucher, c'est pour dire à l'autre que c'est lui qui devient le loup. Ok, comment on peut le faire sans matériel, sans se toucher? Et je suis sûre qu'il y a 10 000 manières d'y arriver. Et du coup, c'est vrai que pour répondre à Noémie, j'aurais envie de dire, alors sauf si elle a des tout petits, bien sûr, mais souvent, en tant qu'enseignant, on a envie d'arriver avec la solution toute faite et que de partir de cette problématique et de la proposer au collectif, finalement, ça peut déjà être le début de l'activité. Mais tout à fait, ça me revient juste une petite activité. Ils étaient en cours de récréation. Maintenant, ils jouent plus à chat, mais ils jouent à Harry Potter. Donc, ils ont leur petite baguette magique et ils vont se lancer. Donc voilà, ils ont une capacité d'adaptation, les enfants. C'est vrai que c'est assez amusant. Je rebondis sur ça parce que nous, avec notre équipe de PS, on s'est concerté un petit peu pour voir parce que donc nous, on va apprendre nos classes, mais en demi-groupe. Et par exemple, on avait prévu pas mal de choses. Il y a le site EPS de l'Académie de Créteil qui propose des fiches ressources en prenant les activités sportives et artistiques et en donnant des propositions adaptées. Les fiches sont très complètes, sont reliées au programme avec plusieurs variables. Donc, je vous invite à faire un tour sur le site académique. Mais par exemple, nous, on se disait... Fabien va le mettre dans le chat. Parfait. Et nous, du coup, on s'était dit, c'est vrai, on va aussi adapter, on va faire des parcours moteurs en dessinant à la craie au sol plutôt qu'en utilisant du matériel. On va faire une sorte de... il y avait un flash mob mondial qui avait été fait par des enseignants sur EPS Mania. Donc, on va l'apprendre aux élèves avec l'idée que à la fin juin, tout le monde le maîtrise. On va faire fabriquer leurs propres balles de jonglage et puis apprendre à jongler en allant plus sur la motricité fine, du yoga, de la relaxation, des pratiques un petit peu plus alternatives, des quiz, des jeux, des défis. Enfin, au final, on a trouvé quand même quelques idées. C'est vrai que les contraintes, c'est effectivement la distanciation physique, le fait de ne pas pouvoir s'échanger le matériel et aussi un nombre d'élèves qui est restreint et qui est parfois aléatoire. Enfin, c'est-à-dire que moi, par exemple, je vais reprendre le PS demain matin. Je ne sais pas si je vais avoir 12 élèves ou 2.
Donc, il faut avoir plusieurs des plans B, C, D, etc. Mais par contre, il y a un tel bénéfice en termes de santé physique, de conditions physiques, de se dépenser d'un petit peu. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, le renforcement musculaire, il est quand même important parce qu'on a des élèves qui ont pris, par exemple, beaucoup de poids pendant le confinement. Et donc, si on les fait pratiquer comme avant, finalement, on risquerait de les blesser, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Il y a aussi un aspect santé mentale avec le fait de bouger, de prendre l'air, notamment ceux qui étaient dans des appartements voilà, très petits, nombreux. Voilà. Il y a aussi le côté social avec les relations aux autres, où même si on ne peut pas se toucher, on voulait quand même aller sur une dimension collective. Et en fait, en rangeant, on est tombé sur des crosses de hockey en plastique. Et on s'est dit, on va faire du hockey avec une balle. Donc, chacun sa crosse. On reste à distance d'une crosse, quoi. Et personne touche la balle, en fait, parce que, voilà, c'est avec la crosse. Et puis, en fait, on s'est retrouvés à 3 profs en même temps sur le même créneau, alors qu'on n'a que la cour. Donc, on s'est dit, OK, on a des petits groupes, on est 3, on va faire un poule renard vipère, mais en hockey, quoi, avec des attaquants, des défenseurs. Et donc, finalement, ça ouvre aussi de nouveaux possibles à ce niveau-là. Ça donne une autre place aussi aux activités artistiques, parce que, par exemple, le step, la danse, il y a eu des tutos. Par exemple, il y a eu des tutos hip-hop, des choses comme ça qui sont sortis d'autres collègues. Donc, ça nous donne d'autres possibilités. Enfin, il y a aussi Play là qui est en train de sortir un kit spécifique pour pouvoir un petit peu recréer du lien entre les enfants à travers le sport malgré les contraintes sanitaires. Donc à partir de lundi, il me semble, ils vont sortir des jeux qui respectent les contraintes sanitaires. Donc ça peut aussi être des billes, des professeurs des écoles, des professeurs de PS qui cherchent des idées concrètes de jeux. Donc je pense que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat ou auprès de Play sur leur site. Et voilà, on s'adapte et ce qu'on garde en tête, c'est vraiment l'intérêt de l'élève qui passe un bon moment et qu'en fait, il ait aussi envie de revenir au collège. Parce que, mine de rien, ils sont là, ils sont parce qu'on a l'impression que c'est un peu encore confiné dans leur tête. Ils ont très bien compris les règles, je suis d'accord avec ça. Mais du coup, pour leur montrer que voilà, ils peuvent quand même revenir au collège pour s'amuser et pas juste pour rester chacun dans leur coin. Tout à fait. Alors, on est à un dépassement de près de 2 minutes. Ce n'est pas grave, mais du coup, je vais vous donner le mot de la fin. Vraiment, un immense merci pour ces échanges très, très riches. J'étais déjà convaincue de la place de l'EPS, mais j'ai trouvé très intéressant que vous soyez à même, les unes et les autres, d'explicitement faire ressortir les enjeux de cette discipline et du coup de ce qui se jouait dans le débat actuel et dans les risques qui étaient en train de s'installer. Martine, un petit mot de la fin. Quel serait le mot de la fin à partager avec les collègues, l'enjeu majeur qu'est le nôtre dans ce contexte très particulier, qui risque ou pas de s'installer d'ailleurs, parce qu'on est un peu dans l'expectative. Quel serait ton mot de la fin? L'enjeu majeur, c'est notre santé mentale et physique. Y a pas, je crois qu'on l'a tous testé. Il suffit de voir maintenant qu'on peut se déconfiner. Le nombre de monde qu'il y a dehors les week-ends à bouger dans les parcs, dans les sentiers de randonnée. Et puis l'activité physique, c'est aussi un lien social. Voilà, on retrouve du monde, on bouge avec du monde, et donc voilà. Et c'est et puis c'est du vert. Et n'oublions pas que quand on fait de l'activité physique, on est aussi dehors. Là, on a été enfermé pendant 2 mois et on a besoin de la lumière aussi pour synchroniser nos hormones. Le printemps, c'est là aussi où on a eu l'hiver, on a besoin de la lumière. Donc voilà, c'est santé physique, mentale, sociale, bref, la définition de la santé. Ouais, merci beaucoup Martine. Julie ou Marion? Un petit mot de la fin. Petit mot de la fin, j'ai hâte de retrouver tous les élèves pour qu'on puisse refaire à nouveau de l'EPS pas comme avant, mais avec eux en tout cas, ça sera comme avant, et puis de tester tout ce qui a été proposé. Merci à vous de nous avoir accueillis et fait parler autour de l'EPS. Avec grand plaisir. Allez Marion, à toi. Pour le mot de la fin. Quelle pression. Non, mais ouais, un objectif en fait de peut-être
dédramatiser cette pratique pour retrouver les élèves et leur redonner goût en fait au fait de se bouger, de prendre l'air dans une discipline scolaire qui doit rester accessible à tous et qu'en fait on peut peut-être prendre ce contexte de confinement comme peut-être pas une opportunité mais un levier pour créer de nouvelles ressources, aller vers de nouvelles pratiques qui pourront finalement peut-être enrichir ce qu'on faisait déjà pour les années à venir. Voilà, on essaie d'être optimiste en gardant tout au centre l'intérêt de l'élève et voilà, sa santé effectivement physique, mentale et sociale. Encore un immense merci à toutes les trois. On est toujours preneur de vos retours sur le fond, la forme de l'émission, ce qui vous a intéressé, nourri, ce qui vous a paru peut-être plus long ou moins nourrissant. Merci de tous ces retours dans le chat. Ça nous permet vraiment d'adapter notre manière de faire pour que ça réponde à vos attentes, à vos besoins, puisque c'est quand même le but. Voilà, même si c'est un grand plaisir d'échanger entre nous quatre, le but c'est que ça nourrisse les collègues et la communauté. Merci beaucoup à Hugo de Play International qui a fait un casting de choix. Et c'était un vrai plaisir de partager ce temps-là avec vous. Merci Fabien d'avoir assuré la modération dans ce chat. Et à très vite. Vous pouvez toutes les trois rester en ligne. Moi, j'arrête la diffusion.